imaginons la force tranquille. Les pauvres policiers militaires n'avaient pas de choix, chacun s'est contenté du coup, de la cuisse, je ne sais pas de quoi d'autre. Vital Kamerhe, comment allez-vous faire pour lutter contre la pauvreté et en combien de temps pourra-t-on ressentir les premiers effets? Oui, les effets vont être ressentis après 18 mois. J'ai très bien fait mes calculs parce que je vais, dès le premier jour, prendre des mesures à la fois qui concernent les institutions, c'est-à-dire l'État, mais qui concernent aussi les hommes, puisque toute politique économique qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de leur population, ce n'est pas une politique économique. Vous pouvez vous féliciter d'avoir été admis au programme PPT. D'ailleurs, on ne doit pas fêter quand on devient un pays parmi les pays les plus pauvres de la planète. Vous pouvez vous féliciter d'avoir des taux de croissance positifs, mais il faut arriver à Massi Manimba, il faut arriver à Gungu, à Bulungu, pour demander les sacs des manioc, des conseils de manioc. En 2006, il était à combien aujourd'hui? Il est à combien? Vous allez voir. Est-ce que c'est pas un discours démagogique? Démagogique, ça c'est vous qui le dites, puisque moi j'ai fait parler la population. Là, ce n'est pas moi qui suis en train de parler, je suis le porte-voix des habitants de Gungu que je vis, de Bulungu, d'Idiofa, de Kikwiti, de Massi Manimba et du Bas-Congo que j'ai visité dernièrement. Donc nous sommes dans la pauvreté sans nous. Monsieur Kamerhe, vous avez travaillé à l'époque de Mobutu, le mot délestage n'existait pas. Aujourd'hui, un tiers de la population vit dans le noir, pas d'accès à l'eau potable, pas de logement décent. Que comptez-vous faire une fois arrivé au pouvoir pour changer ces tableaux noirs? Vous savez, la façon dont vous avez arrangé vos questions ne permet pas aux gens qui vont nous suivre de nous suivre. Je vais répondre à votre question, mais je voudrais dire, il faut d'abord dire la grandeur du Congo. Nous avons tout. C'est un paradis, au fait. De la population. Le Congo, c'est un paradis, mais nous sommes en enfer au paradis. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est la deuxième solution de la question du réchauffement climatique. Le Brésil en retire des contreparties pour investir dans le social. Mais nous, ça prend une autre direction. Le Congo, c'est la première solution en ce qui concerne la faim dans le monde. Nos terres, 120 millions d'hectares, capables de nourrir 2 milliards d'individus. Le déficit sur le plan mondial, c'est 1 milliard. Le Congo, c'est la solution pour l'eau. 53% de toutes les eaux d'Afrique, c'est chez nous. Nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique. Le lac Tchad est en train de se sécher. Nous avons le désert de Sahara qui descend, des Kalahari qui montent. Et nous sommes encastrés là-bas dans un paradis. Mais on va nous agresser demain à cause de cette eau. Il faut une politique conséquente à la matière. Et quelle sera votre politique une fois arrivé au pouvoir? Ma politique sera simple. D'abord, je vais créer l'interdépendance et l'interconnexion entre les différentes provinces pour créer l'intégration économique nationale. Deuxième phase, l'intégration régionale, pour que le Congo, avec ses deux voisins, au lieu de se sentir menacé, devrait considérer que c'est une richesse. Après la Chine, en termes de voisins, c'est nous, madame, je vous informe. Et donc, le Congo, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, la superficie, 2 345 000 km², le fleuve, 4 776 km de fleuve. Je ne vous parle pas des rivières, c'est 13 500 du bief navigable. Donc, le Congo peut tout faire. Il suffit d'avoir un bon leadership. Là, je ne vous parle pas des matières premières, parce qu'il est écrit, allez sur Internet, nous avons 110 substances minérales. 10 d'entre elles seulement sont évaluées à 24 000 milliards. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous commencer par je vous montre déjà que pour que nous puissions bénéficier de tout ce que vous venez de je voulais d'abord là. vous montrer, madame, que l'espoir est permis. Donc je suis en train de faire comme De Gaulle pour dire que le Congo sera puissant et va se relever. Donc je voulais d'abord mettre en exergue nos richesses, qu'elles sont restées intactes. 24 000 milliards de dollars, c'est 2 fois réuni le PIB des États-Unis d'Amérique et de l'Europe. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Organiser l'État. Et nous avons un projet d'abord pour les femmes. Les femmes, c'est une corvée chaque matin, à 3 h du matin, elles se réveillent. Et elle survient à nos besoins de notre économie à plus de 70%. J'ai ces femmes-là, dans le domaine où elles œuvrent, je vais les organiser en coopérative et en association. Je vais faire des infrastructures pour qu'elles soient accessibles et qu'elles augmentent le revenu. Je vais supprimer toutes ces taxes inutiles qui existent pour le moment. Parce que les administrateurs du territoire sont mal payés, les militaires mal payés, mais c'est la pauvre femme qui vend de fumbois ou de petites histoires qui doit payer. Et finalement, c'est le consommateur final qui doit payer tout cela. Donc c'est une chaîne. Les jeunes qui sont devenus aujourd'hui des Koulouna et qui se promènent et qui sont devenus un élément d'insécurité. La faute, ce n'est pas ces jeunes-là, c'est l'État d'abord qui a chosifié les parents, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire, le policier. Voilà
où se trouvent les parents de ces Koulouna. Et moi, j'ai dit quoi? Je vais créer des centres de formation de ces jeunes. 6 mois. Le cycle est de 6 mois. D'abord, les valeurs civiques et patriotiques pour vous informer de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire, vous montrer la nocivité de la drogue, mais aussi vous former en agriculture, vétérinaire, mécanique, électricité. Et quand vous finissez, vous avez un brevet et vous devenez bâtisseur de la nation. On n'a pas besoin de la main-d'œuvre chinoise, des ouvriers qualifiés pour construire nos routes. Vital Kamerhe compte créer combien d'emplois pendant la première année? Et je ne suis pas un démagogue justement parce que je ne voudrais pas tomber dans votre piège. Je vous avais parlé de la démagogie tout à l'heure. Mais ce que moi je vais faire dans un premier temps, la première année, ma formation prévoit 14 000 jeunes. Première année. Parce qu'il faut en même temps construire ces infrastructures-là. Et puis, après 6 mois, ces jeunes, en fait, ce sont des emplois qui sont créés. Mais en même temps, les emplois sont créés, mais ce sont aussi des richesses. Mais je parle d'autres emplois dérivés. L'État, son rôle, ce n'est pas de créer l'emploi. L'État crée l'environnement, incite le privé à venir. Et les privés nationaux, c'est-à-dire la promotion des petites et moyennes entreprises locales, moyennes entre industries locales, la classe moyenne, la fameuse classe moyenne. C'est là le secret. Donc ce n'est pas moi qui vais travailler, je vais organiser, je serai le capitaine avec une équipe. Tout à l'heure, vous allez parler de la femme. Quelle sera la place de la femme au sein de votre gouvernement une fois arrivée au pouvoir? C'est le premier pilier de mon action. Vous voulez savoir si elle sera vice-premier ministre ou ministre? Non, ça ne vous intéresse pas. Bon, je vous ai dit que ça sera ma première préoccupation. Puisque je vous ai montré tout à l'heure, nous avons 2 catégories de problèmes que les femmes connaissent. Il y a ce problème des corvées pour soutenir la vie en famille, mais il y a aussi les viols et les violences faites à la femme. Et surtout à l'est de la République. Surtout à l'est de la République, mais hélas, ça commence à embraser tout le pays. Tout au long du chemin qui m'a conduit à Gungu, à Idiofa, à Boulungu, les femmes qui ont pris la parole ont parlé aussi de viols. Et donc nous devons résoudre ce problème. Il n'y a pas 36 façons de le faire. D'abord, l'État qui doit protéger. Secondo, il faut sanctionner les gens qu'on attrape. Puisque vous violez aujourd'hui, le lendemain, on vous retrouve en train de circuler. Et donc, nous devons prendre le taureau par les cornes. Les mesures sont là. Nous avons un programme pour réformer notre justice, un programme pour l'armée, un programme pour la police, un programme pour la avec le paye des fonctionnaires qui pose aussi problème, qui a pour conséquence... Vous lisez dans mes pensées, je vous ai dit l'administration publique. Et je vous ai dit qu'un fonctionnaire chosifié, ce fonctionnaire-là ne va rien faire. Et puis, nous devons assainir. Les différents ministres de la fonction publique qui sont passés par là, chacun, y a placé sa tante, sa cousine et d'autres relations que je ne vais pas citer sur le plateau de la télévision. À un poste organique, vous avez 15 personnes. Donc, nous allons payer les Mboudi, mais le Mboudi sera payé, c'est le salaire, au fait, qui est réclamé par les fonctionnaires. Vous allez trouver l'argent? Je vous ai montré où se trouve l'argent. Un seul contrat minier négocié au Katanga, nous avons payé à 30 millions de dollars, a produit 960 millions de dollars. De quoi rendre tous les fonctionnaires riches. L'argent est là, c'est la mauvaise foi et la mauvaise gouvernance. C'est justement comme vous l'avez dit. Un nouveau leadership, selon les modèles de Jésus-Christ. C'est un problème d'hommes et non des institutions. C'est un problème des dirigeants. Ce n'est même pas un problème de la population congolaise. Puisque nous avons vu à l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila, mais moi je ne vais pas imposer la chicote. Tout le monde s'est rangé, nous tous, dans cette ville. Pendant des semaines sans policiers de roulage, chacun a circulé comme il le fallait. Tout le monde a finalement pris les codes de la route comme par une baguette magique, alors que généralement, nous tous là, nous ne faisons pas attention à ces choses-là. Donc l'État doit être dissuasif. La puissance publique doit être là. Les gens comprennent que quand il y a des dérapages, vous serez sanctionné. Et M. Kamerhe, une fois arrivé au pouvoir dans quelques semaines, dans quelques mois, merci. Comment pensez-vous améliorer l'accès des Congolais au crédit? Oui, j'allais en parler. L'accès au crédit nous renvoie à une autre question. C'est la question des réformes que nous devons faire. Les réformes des finances publiques congolaises, c'est-à-dire les recettes de l'État et les dépenses de l'État, qui doivent obéir à une certaine orthodoxie financière. Ça nous renvoie à une deuxième question. C'est la réforme des systèmes bancaires. Nous devons nous assurer, entre autres, que la Banque centrale est devenue effectivement indépendante. C'est-à-dire la garantie que la Banque centrale va fonctionner comme une banque, une véritable banque centrale. Elle ne l'est pas? Mais non, et vous le savez mieux que moi. Et 3, nous devons promouvoir la microfinance. La loi existe, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Puisque vous savez,
En Asie, où cela a commencé, ça a marché à Bangladesh, l'Inde a essayé, ça a été mal appliqué, puisque les pauvres mamans qui recevaient les crédits ne savaient pas qu'il fallait économiser pour rembourser. Maintenant, il y a un effet de retour de la manivelle qui est dévastateur. Donc nous devons réfléchir sur cette question-là. L'accès au crédit... Vous devez former les mamans pour ça. Les mamans vont comprendre ça très vite. Il faut former plutôt les cadres qui doivent donner ces crédits-là pour expliquer aux mamans qu'elles prennent cet argent. Mais il y a aussi autre chose, c'est la question de l'épargne et de l'accès au crédit. L'épargne est une existence. L'accès au crédit est devenu le privilège de quelques individus qui ont des relations avec les autorités et puis de quelques étrangers spéculateurs dont on donne les crédits aux mêmes personnes. Et même quand on doit payer les prestations, aller au ministère des Finances, je vous mets au défi, les opérateurs économiques congolais ne sont pas payés. Mais on paie tous les autres. Je ne suis pas contre les autres. On va prendre la dernière question, Vital. Avant la dernière question, il y a un élément très important. Oui, c'est le climat. 30 secondes. 15 secondes, 30 c'est beaucoup. Le climat des affaires. Nous devons éviter de faire la chasse aux opérateurs économiques qui sont devenus de véritables vaches à lait. Des taxes qui naissent chaque matin, chaque soir, en air, parquet, armée, police. Vous allez lutter contre la pression fiscale. Voilà. Monsieur Kamiri, alors, on va parler de la revalorisation de la quelles seront les mesures que vous allez prendre dans le secteur social pour améliorer les sociales des Congolais, qu'on les sente pendant 100 jours de votre mandat? Ces mesures-là doivent inévitablement toucher à des secteurs vitaux de la vie. Le Congolais doit sentir qu'il commence à manger. Je vous ai dit, ça passe par la production, madame. Nous avons tous les facteurs. Nous avons la terre, 120 millions d'hectares de terre. Nous avons la main-d'œuvre, il faut la former rapidement en 6 mois. Nous avons le deuxième secteur, c'est la santé. Il faut réinventer les systèmes d'accès aux soins de santé. À l'époque, nous avions des cartes des endroits. Mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, si vous ne payez pas suffisamment de salaires, il n'y aura pas de cotisations pour des mutuelles de santé. Mais il faut réhabiliter cela. Mais 3, il y a l'éducation. Il faut nourrir les cerveaux. Il faut former nos jeunes. Et comment avoir accès à l'école. 4, l'accès à l'eau et à l'électricité. Et tout cela, nous avons le moyen de le faire. Et 5, vous ne pouvez pas ne pas penser où vous allez dormir. Nous sommes devenus des grands villages dans les villes. Et les villages, c'est comme à l'époque médiévale. Donc nous devons à la fois, comme c'est dans mon programme, avoir l'habitat rural, nous en avons un modèle, et l'habitat dans les centres urbains. Il faut que tout cela change. Merci, monsieur. Enfin, on va aborder le 4e thème, diplomatie et défense. Ce sera avec Fleur Nzala, journaliste chroniqueur politique à Digital Congo. Bonsoir, monsieur Kamiri. Bonsoir. Alors, j'ai remarqué que vous évoquez souvent le Brésil quand vous intervenez. Est-ce que ce pays va représenter un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo si demain vous êtes élu à l'État? Oui, je l'ai dit dans mes 2 livres. D'abord, j'ai écrit un livre sur les fondements de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo, le Congo, terre d'espoir pour l'humanité. Et là-dedans, j'ai montré les similitudes naturelles entre le Brésil et le Congo. Et je me suis dit, comparaison n'est pas raison. Mais nous pouvons quand même comparer des choses comparables. De part et d'autre de l'océan, nous avons des géants. Toute proportion gardée, le Brésil, c'est 8 400 000 km². Mais nous, avec nos 2 345 000 km², nous sommes comme un géant. Et tout, vraiment, se ressemble. Première forêt, deuxième forêt, le fleuve, nous avons notre fleuve. Ils ont les eaux là-bas, nous avons les eaux ici. L'énergie propre, non polluante et renouvelable. Inga, à lui seul, c'est le pôle intégrateur pour l'industrialisation et l'électrification de l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe méditerranéenne. Mais où est le courant? Et je suis étonné qu'aujourd'hui, peut-être, on n'est pas sous le groupe électrogène ici. Donc, il y a ces paradoxes que nous devons vaincre. Il y a nos mines, je ne vais pas trop parler du sous-sol, puisque moi, je crois que c'est le moment où le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol. C'est la terre, l'agriculture va sauver le Congo. Et donc, le Brésil, pour moi, sera un partenaire privilégié, parce que je voudrais aussi, en même temps que nous allons collaborer avec l'Asie, avec l'Europe, il faut aussi que nous ayons une collaboration sud-sud. Alors, de manière plus globale, quelle sera la particularité de la politique étrangère que vous mènerez à la tête de la RDC? D'abord, basé sur le principe que nous avons nous-mêmes prôné, c'est la politique de la porte ouverte, la politique de bon voisinage. Le Congo a été parmi les pays qui ont milité à la création de l'OIA, et même de la CPGL, de la CIAC. Donc, nous sommes un pays qui a toujours voulu collaborer avec d'autres pays, mais on nous a toujours joué des sales tours.
à cause de nos faiblesses internes. Nous ne devons pas nous prévaloir nos propres turpitudes. Mais je voudrais dire, en ce qui me concerne, nous partons d'abord de la région où nous sommes.